Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les géopolitiques de Brest sont le fruit d'un partenariat entre l'Université de Bretagne occidentale, Télécom Bretagne, l'École navale et l'ENST à Bretagne, soutenu par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère et Brest Métropole Océane. Ouvrage du même auteur. Linda Gardel, Aylal, une année en Mongolie. Gaïa 2004. Linda Gardel, pasteur nomade de Mongolie, des sociétés nomades et des États. Huchet-Chastel 2010. Linda Gardel, pasteur touareg dans le Sahara malien, des sociétés nomades et des États. Huchet-Chastel 2010. Corentin Célin et Linda Gardel, sous la direction de Réguler la mondialisation, les défis du nucléaire et du changement climatique. CRBC 2012. Printemps arabe, les auteurs. Fabrice Balanche est maître de conférences en géographie à l'Université Lyon 2 et directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient à la Maison de l'Orient. Il est spécialiste de la Syrie et du Liban. Il a notamment publié l'Atlas du Proche-Orient arabe, PUPS 2010 et la région alaouite et le pouvoir syrien, Kartala, 2006. Bernard Botiveau est directeur de recherche émérite au CNRS en sciences politiques. Ses travaux à l'Institut d'études du monde arabe et musulman, IREMAM, portent principalement sur la Palestine. Il a publié, entre autres, L'État palestinien, presse de Sciences Po, 1999. Assia Boutaleb est maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 8, Saint-Denis. Elle est l'auteure de nombreux articles sur l'autoritarisme, les dynamiques sociopolitiques dans le monde arabe et sur les catégories sociales dans le monde arabe et musulman, et elle a participé à l'ouvrage L'autoritarisme dans le monde arabe, CEDEJ, 2005. François Burga est politologue, directeur de recherche au CNRS et depuis 2008, directeur de l'Institut français du Proche-Orient, IFPO. Ses principaux ouvrages sont L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, La découverte 2010 et L'islamisme en face, La découverte 2007. Youssef Courbage est démographe, chercheur à l'Institut national d'études démographiques, INED. Il a été longtemps expert aux Nations Unies et est l'auteur de nombreuses publications sur la démographie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il a publié Le rendez-vous des civilisations avec Emmanuel Todd, Le Seuil 2007. Jean-Pierre Filiu est professeur à Sciences Po Paris. Il a été professeur invité dans les universités de Columbia, New York et de Georgetown, Washington. Ses ouvrages et ses études sur le monde arabo-musulman ont été publiés dans une douzaine de langues. Il a publié en 2011 La Révolution arabe, 10 leçons sur le soulèvement démocratique, en anglais chez Oxford University Press New York et en français chez Fayard Paris. Linda Gardel est sociologue, enseignante-chercheur à l'ENST à Bretagne, à Brest. Ses recherches portent sur les questions identitaires, en particulier en Afrique saharienne et en Asie centrale. Elle travaille actuellement sur le Maghreb. Daniel Rivet est professeur émérite d'histoire depuis 2006, après avoir été professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de l'Institut de l'Islam et des sociétés du monde musulman, IISMM, rattaché à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est spécialiste du Maghreb à l'époque coloniale. Il est notamment l'auteur de Histoire du Maroc, Fayard, 2012, et de Le Maghreb à l'épreuve de la colonisation, Hachette Littérature, 2002. Avant-propos. Les géopolitiques de Brest 2012 se proposaient, un an après le début du mouvement en Tunisie, de dresser un état des lieux du monde arabe à l'heure de sa recomposition. Le monde arabe reste encore aujourd'hui au carrefour des possibles, et les questions qui se posent sont multiples. À partir de l'immolation de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, les événements se sont succédés et le slogan « Dégage », Héral en arabe, a franchi les frontières, devenant le symbole de ces manifestations contre les pouvoirs dictatoriaux, pour la démocratie et la meilleure gestion des richesses nationales. Si le printemps arabe nous renvoie au printemps des peuples de 1848, qui s'est soldé par un échec avec le retour des régimes autoritaires, le monde arabe s'est-il, lui, plus durablement installé dans la voie de la démocratie ?
Un certain nombre de dictateurs ont été écartés, le jeu géopolitique a été bouleversé, des réformes constitutionnelles ont été mises en place, des mesures plus sociales ont vu le jour. Il est pourtant difficile de cerner la véritable dimension de ces événements, le recul n'étant pas encore assez grand. Les contributions des spécialistes qui ont participé aux géopolitiques de Brest apportent cependant un indéniable éclairage sur la situation. Il est en effet important d'aborder la question avec une profondeur historique et de confronter les angles de vue d'historiens, de géographes et de politologues spécialistes de ces régions du monde. Le texte synthétique de Jean-Pierre Filiu constitue une excellente entrée en matière pour cet ouvrage, puisqu'il restitue les soulèvements démocratiques récents dans une perspective historique, les plaçant dans la lignée de la première Renaissance arabe, la Nahda, 19e début du XXe siècle. Daniel Rivet propose lui aussi un détour par l'histoire, en abordant les déterminants profonds charpentés par la colonisation en Afrique du Nord et en analysant ce qui fait basculer un pouvoir colonial vers un pouvoir autoritaire et le risque qui demeure d'installer une démocratie sans démocrate. Youssef Courbedge, battant en brèche bien des idées reçues, analyse quant à lui les forces profondes de la démographie dans le monde arabe, à la source des transformations politiques auxquelles nous assistons. Le poids de la géopolitique tel qu'il s'illustre sur la question palestinienne est au cœur de la contribution de Bernard Botiveau. Il tente d'expliquer pourquoi la discussion de cette question incontournable a été remise à plus tard lors des manifestations dans le monde arabe, et esquisse les situations envisagées pour la suite quant à la normalisation des rapports avec Israël. Quant à Assia Boutaleb, elle propose une réflexion plus globale sur le rôle des nouvelles technologies et sur la place de la jeunesse dans ces révolutions et en particulier en Égypte. Enfin, Fabrice Balanche et François Burgat offrent chacun leur analyse de la situation syrienne. Les événements toujours en cours en Syrie illustrent à eux seuls le poids de la crise économique et sociale sur les revendications de la population, mais surtout l'aspiration à la liberté. Le Comité scientifique des géopolitiques de Brest. Christian Boujard, professeur des universités de l'Université de Bretagne occidentale, UBO. Annabelle Boutet, enseignant-chercheur au département Lucie de Télécom Bretagne. Isabelle Delumeau, professeure agrégée d'histoire de l'école navale. Linda Gardel, enseignant-chercheur en sociologie à l'École nationale supérieure des techniques avancées, ENST à Bretagne. Daniel Le Guyader, Prague à l'Université de Bretagne occidentale. Denis Lemaître, responsable du Centre de sciences humaines pour l'ingénieur à l'ENST à Bretagne. Yoann Leprat, professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Kérichen, Brest. Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire au lycée de Costebelle, Var. La seconde Renaissance arabe. Jean-Pierre Filiu. Le soulèvement démocratique qui traverse le monde arabe n'en est qu'à ses débuts, et comme toutes les grandes pulsions historiques, il connaîtra des revers, des reflux, des trahisons et des ruptures. Mais nous assistons à une renaissance à bien des égards irrésistible, la victoire d'une génération déterminée à reprendre en main son destin. Et cette moderne renaissance porte en elle les promesses inaccomplies et l'énergie émancipatrice de la première renaissance, célébrée sous sa dénomination arabe de Nahda, qui s'ouvrit par l'expédition de Bonaparte en Égypte et se conclut par la Deuxième Guerre mondiale. Cet âge libéral de la pensée arabe, comme l'a décrit il y a un demi-siècle l'historien Albert Hourani, fut effectivement la réponse politique et intellectuelle à l'irruption occidentale, à la fois agression militaire et défi de civilisation. L'Empire ottoman en fut tant ébranlé que deux dynasties modernisatrices, ne reconnaissant que formellement l'autorité d'Istanbul, purent développer leur programme de réforme en Tunisie et en Égypte, déjà à l'avant-garde. Sadek Bey promulgua ainsi à Tunis dès 1861 la première constitution du monde arabe, qui séparait de fait le pouvoir politique et religieux. La généralisation de l'imprimerie arabe permit à des dizaines de journaux de diffuser, non seulement des idées nouvelles et des informations libres, mais aussi une langue plus accessible, remplissant ainsi sur la forme comme sur le fond la fonction actuelle des télévisions satellitaires. La génération Facebook de notre temps était constituée au XIXe siècle par cette classe cosmopolite de plus ou moins jeunes diplômés,
souvent en délicatesse avec leur hiérarchie religieuse, qu'elle soit d'ailleurs musulmane ou chrétienne, tandis que la diaspora arabe d'Europe et d'Amérique résonnait à leur écho. En 1881, la France imposa son protectorat à la Tunisie et l'année suivante, la Grande-Bretagne écrasa la résistance de l'Égypte à son occupation, brisant l'élan réformateur des khedives successifs. En 1919, l'emprisonnement et la déportation de la délégation, Wafd, que les nationalistes égyptiens entendaient dépêcher à la conférence de paix de Paris entraînèrent un soulèvement populaire. Cette campagne de désobéissance civile, sa discipline collective, son extension géographique et sociale évoquent par bien des aspects la révolution qui fit chuter en février le président Moubarak. Et la révolution de 1919, malgré une répression sanglante, contraignit le Royaume-Uni à reconnaître l'indépendance de l'Égypte 3 ans plus tard. L'Égypte aura donc vécu sous un régime de monarchie constitutionnelle, avec une vie parlementaire pluraliste et une presse aussi active que dynamique, durant les 3 décennies qui courent de l'indépendance de 1922 au coup d'État des officiers libres en 1952. Prétendre que l'expérience démocratique actuelle est sans précédent revient donc à nier tout un pan de l'histoire égyptienne. Dans le même ordre d'idées, l'indépendance de la Tunisie en 1956 est suivie par un intense débat constitutionnel, qui s'orientait vers la mise en place d'une monarchie parlementaire. C'est Habib Bourguiba qui, fort de son prestige de combattant suprême, a détourné à son profit la Constitution de 1957, ouvrant la voie à un régime présidentiel sans contre-pouvoir assis sur le Parti socialiste d'étourien, PSD. Quant à l'insurrection libyenne, elle se réclame d'Omar al-Mukhtar et de la lutte acharnée menée de 1911 à 1931 contre la colonisation italienne. L'assimilation de Kadhafi au proconsul fasciste n'est pas que rhétorique. La manipulation des divisions territoriales et tribales est aussi implacable, l'acharnement contre la Cyrénaïque est aussi brutal et le prix payé par la population pour consolider un pouvoir absolu est aussi lourd. Les révolutionnaires libyens ont dès lors repris dans un bel ensemble l'emblème de l'indépendance de 1951, non pour exprimer leur volonté de restaurer la monarchie, mais parce qu'Idriss Ier, héritier d'un royaume fédéral, avait réussi à en unifier les 3 entités de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque et du Fezzan. Ce soulèvement démocratique est partout vécu comme un mouvement de libération nationale, car le régime dont la chute est demandée est désigné comme étranger à un pays qu'il n'a su que piller. D'où cette exaltation de l'armée lorsqu'elle se rallie au peuple, d'où cette mer de drapeaux sur Tunis, le Caire ou Tripoli après la chute du despote, d'où cette verve patriotique qui se déploie à la moindre occasion. Mais cet orgueil national recouvré dans la lutte retrouve aussi la force de traiter normalement avec les puissances étrangères, sur la base du respect et de l'égalité. C'est là que se noue le lien entre la première et la seconde renaissance arabe, dans cette aspiration à redonner toute sa substance à des indépendances trop longtemps dévoyées. Cette révolution arabe est le fruit de la tension portée à son extrême entre la raison de l'État concerné et la raison du régime en place, qui est parvenu durant des décennies à assimiler celle-ci à celle-là, comme si ce qui était bon pour le dirigeant devait l'être pour son pays ou son peuple. Les foucades du colonel Kadhafi, ruineuses pour la Libye et son développement, lui ont ainsi permis de tenir près de 42 ans au pouvoir. De même, la logique de confrontation entretenue par Hafez al-Assad, puis son fils Bachar, et leur alliance stratégique avec l'Iran, leur ont permis de préserver l'arbitraire absolu du parti Ba'ath en Syrie. Mais la contestation populaire qui ne se dément pas depuis la mi-mars, malgré bien plus de 5000 victimes, oppose justement l'intérêt de la Syrie à son dévoiement par la clique dirigeante. Cette dimension nationaliste s'inscrit dans le cadre des frontières postcoloniales, qui, loin d'être remises en cause, sont en fait consacrées par les mouvements révolutionnaires. La victoire de la raison d'État sur la raison du régime nourrit ainsi une extrême sensibilité à la question de l'ingérence étrangère. L'insurrection libyenne était tout simplement menacée de liquidation, si l'OTAN n'était pas intervenue pour stopper l'assaut kadhafiste sur Benghazi, le 19 mars 2011. Mais ce sont les Tripolitains qui ont libéré leur capitale, durant les derniers jours du mois d'août, avec un soulèvement populaire appuyé par les colonnes rebelles en provenance de Misrata et du Jebel Nafoussa. Les autocrates, qui parient sur la guerre civile pour sauver leur trône,
ne manque pas de dénoncer en corollaire le complot étranger, dans l'espoir de disqualifier la contestation populaire. Bachar al-Assad est passé maître dans de tels effets de manche, et cette propagande pernicieuse n'est pas sans effet sur une population encore traumatisée par les conséquences désastreuses de l'invasion américaine de l'Irak. Plus d'1 million d'Irakiens ont trouvé refuge en Syrie ces dernières années. C'est pourquoi les comités de coordination, les Tansikiya, qui structurent le soulèvement intérieur en Syrie, sont catégoriques dans leur triple refus: non à la violence, non à la confessionnalisation et non à l'internationalisation. Par ce triple non, l'opposition syrienne s'efforce de désamorcer les manipulations du régime, qui mise sur la sédition communautaire et l'ingérence étrangère. Mais la sauvagerie de la répression est devenue telle que les Tansikiya appellent désormais à une protection internationale de la population, sous l'égide de l'ONU, prenant acte de l'aggravation de la répression durant le mois de mission des observateurs arabes, décembre 2011 au janvier 2012. Ces comités de la résistance intérieure demeurent cependant fermes dans leur refus du passage à une offensive armée qui ferait le jeu du pouvoir. La grandeur de la contestation syrienne est d'avoir pu globalement préserver cette discipline non violente. L'armée syrienne libre, ASL, composée de déserteurs des forces loyalistes, demeure ainsi cantonnée dans des actions d'autodéfense face à la terreur de l'État syrien. Et un des défis majeurs de la Libye nouvelle est de parachever au plus tôt sa démilitarisation, condition indispensable de l'établissement d'un État de droit sur les ruines du régime Kadhafi. La même logique de reconstruction nationale doit impérativement prévaloir dans le refus de toute discrimination à l'encontre de Sirte et de Beni Walid, les derniers bastions pro-Kadhafi, qui doivent retrouver toute leur place dans la Libye nouvelle. En Tunisie, l'élection d'une assemblée constituante, le 23 octobre 2011, marque le début d'une reconstruction institutionnelle émanant enfin de la nation dans toutes ses composantes. Une troïka s'est mise en place entre trois présidences, celle du gouvernement, l'islamiste Ahmadi Djebali au nom du parti Ennahda, celle de la République, le nationaliste Monsef Marzouki au nom du Congrès pour la République et celle de l'Assemblée, le social-démocrate Mustafa Ben Jaafar au nom d'État cathol. En Égypte, le processus parlementaire a amené une très large majorité islamiste, frères musulmans et salafistes, à la chambre basse, dont doit émaner la future assemblée constituante. La question de la dévolution du pouvoir exécutif est naturellement cruciale. En Égypte, le Conseil supérieur des forces armées, CSFA, mené par le maréchal Hussein Tantawi, a certes déposé le président Moubarak en février 2011, mais il est soumis depuis l'automne à une virulente contestation de la rue qui exige le retrait des militaires. Le CSFA s'est engagé à céder la place à une autorité civile, en juin 2012. Au Yémen, le président Ali Abdallah Saleh, après des mois de protestations violemment réprimées, a finalement abandonné le pouvoir et quitté le pays en janvier 2012, une élection présidentielle devant se dérouler le mois suivant. Une double dialectique est désormais à l'œuvre dans l'ensemble du monde arabe, et elle constituera la dynamique de cette seconde nada. Comme nous l'avons vu, une sphère publique arabe accentue la mobilisation protestataire depuis le Maroc jusqu'à Oman, même si chacun des mouvements se déploie dans le cadre des frontières post-coloniales, paradoxalement consolidées par le processus révolutionnaire lui-même. De même, ce soulèvement démocratique, porté par des exigences de justice sociale et politique, se vit et se met en scène comme une lutte de libération nationale, afin de reconstruire par le bas la nation trop longtemps niée par le despote. Ce processus est appelé parfois à s'intensifier, et en tout cas à se complexifier, à mesure que les transitions démocratiques vont se développer et se stabiliser, avec un phénomène d'émulation régionale. Il faut en tout état de cause se garder de tout jugement hâtif sur un mouvement d'une telle profondeur et d'une telle ampleur historique. Car la seconde renaissance arabe n'en est qu'à ses débuts. L'impact de la colonisation sur les sociétés arabes, 1880 à 1940. Daniel Rivet. Quand on traite de cette question, on pense à la destruction des structures charpentant les sociétés du monde arabe avant la révolution industrielle et au nation-building entrepris par la France et l'Angleterre, qui lèguent au sortir de l'ère coloniale un chapelet d'États, sans ou avec la nation égrenée de l'Atlantique au golfe Persique. Mais en l'occurrence,
je privilégierai deux thématiques en relation avec la Tawra, qui ébranle le monde arabe contemporain sur son socle d'États post-coloniaux nécrosés par l'excès d'autoritarisme archaïsant et de sociétés bloquées faute de faire place à la génération montante. D'une part, j'esquisserai une typologie du rapport des Arabes à l'Occident à l'époque coloniale. Réaction, accommodation, intériorisation de l'autre en soi et de soi comme l'autre. L'effet de concordance des temps avec aujourd'hui n'est pas fortuit. D'autre part, je mettrai en exergue l'apparition de la catégorie de Shabiba, jeunesse qui ne se limite pas à être indocile comme dans les sociétés arabes d'antan, mais qui se rebelle à la fois contre l'ordre symbolique ancien et la suggestion à l'hégémonie coloniale. De 1930 à 2011. D'une génération révoltée à l'autre avec entre-temps, la génération des indépendances et celle du désenchantement national, on saute des arrière-grands-parents à leur progéniture lointaine sans qu'il se soit produit une transmission d'expériences génératrices de sens. Il me reste à préciser que parler de monde arabe pour la période antérieure à la fin des années 1920, prête à discussion, et que c'est par commodité d'emploi que je parle de sociétés arabes inscrites dans un monde inspiré encore après 1914 par l'idéal de l'ottomanisme et le programme d'un califat pan-islamique plutôt que pan-arabe. Quelques données au préalable sur le fait colonial en Méditerranée arabe et musulmane. Premier constat, la colonisation ne fait pas suite à elle-même. Jusque vers 1880, seule l'Algérie, absorbée dans la France en 1848, ressort de la rubrique coloniale. Jusqu'à la mainmise de la France sur la Tunisie et de l'Angleterre sur l'Égypte en 1882, l'expansion européenne au sud de la Méditerranée s'inscrit dans une logique qui n'est pas à proprement parler coloniale. L'expédition de Bonaparte en Égypte en 1798 participe de l'aventure de civilisation et sort tout armée de l'idéologie des Lumières comme des idéaux de la Révolution française. Longtemps les Français en Égypte seront mus par le projet et l'illusion de rapporter à la mère du monde, al-Dunya, la civilisation, de même que les Arabes, en transmettant à l'Europe les savoirs antiques, avaient contribué à initier la Renaissance du XVIe siècle. À rebours, il s'agit d'apporter aux Arabes des outils pour opérer une Renaissance orientale. Ce projet se concrétise avec le soutien apporté par la monarchie de Juillet au pacha modernisateur Mehmet Ali, perçu comme une réplique orientale de Bonaparte. C'est la longue dépression du dernier quart du XIXe qui fait passer au premier rang la dimension économique de la colonisation. Une colonie, c'est un débouché, lancera Jules Ferry en 1885. Et c'est une bonne affaire, renchérira en 1903 Eugène Etienne, le mentor du parti colonial à la Chambre des députés, afin de justifier la pénétration pacifique de la Troisième République au Maroc. C'est l'époque où la colonisation commence à faire système et à fabriquer du colonialisme, quand aux pères vaincus succèdent les fils humiliés, et qu'il n'y a plus aucune issue pour les colonisés, privés de la capacité à faire leur histoire. Deuxième observation. Français en Afrique du Nord et au Levant dans l'entre-deux-guerres, Anglais en Égypte et au Proche-Orient arabe, Italiens en Libye à partir de 1911 et Espagnols dans le nord du Maroc depuis 1912 ne sont pas les seuls à souscrire à une vision du monde fondée sur l'idée de civilisation comme processus d'universalisation du modèle européen et au programme colonial qui en résulte. La colonisation n'est pas encore exclusivement le fardeau de l'homme blanc. Les élites des pays qui s'auto-européanisent au sud-est de la Méditerranée ont intériorisé le projet de gagner à la civilisation, qui se décline au singulier, les mondes extra-européens et ils y contribuent activement. Les Turcs en Mésopotamie, les Égyptiens au Soudan qu'ils grignotent subrepticement entre 1820 et 1880. Le bulletin de la Société de géographie Khedivial est un calque de la Revue de géographie. Même humanisme tellurique et volonté d'explorer, coloniser, civiliser les peuples arriérés d'Afrique noire. Les ingénieurs des irrigations formés à l'école polytechnique de Boulac qui introduisent la culture industrielle du coton dans le delta, et les hommes de loi passés par l'école de droit du Caire qui siègent aux tribunaux mixtes, partagent le même idéal faisant de l'Égypte une avant-garde de l'Europe dans l'Afrique livrée aux ténèbres. Nous aussi sommes des Européens, déclare le Khedive Ismail lors de l'inauguration du canal de Suez en 1869. Troisième donnée sur laquelle nous mettrons l'accent. Une fois lancée à partir des années 1880,
la colonisation n'est pas opératoire de la même façon de Casablanca à Alep. Elle est tributaire du lieu où elle s'exerce et des manières de faire des colonisateurs. Le Maghreb, complètement occupé et uniment colonisé par la France, n'est pas le Machrek. Pour les Européens, il est jusque vers 1860 un îlot d'État barbaresque, on dirait aujourd'hui d'État voyou, qu'il convient de mettre au pas sans trop regarder sur la manière. Il est berbère, barbare, tribal, archaïque. L'islam y est un vernis. En creusant, on trouve la cité antique, mais à l'état miniature, les petites républiques berbères d'Émile Mascret dans le Djourdjoura, les Aurès et le Mzab. Alors que le Proche-Orient est valorisé comme le berceau de la civilisation, l'Égypte pharaonique, Sumer, etc., du monothéisme d'inspiration sémitique, des grands empires venus d'ailleurs et ayant viré au despotisme oriental, il est doté d'un prestige dont le Maghreb, Finistère d'Islam, est dépourvu. Le voyage en Orient passe par Athènes, Istanbul, Jérusalem et le Caire. Jamais Alger ne s'ajoutera à ce périple, où les jeunes gens bien nés partent à la recherche d'eux-mêmes en remontrant à l'origine de la civilisation dont ils sont imbus. En Orient, la mission de l'Europe est de remettre en marche une humanité dont le développement s'est arrêté, comme le soutenait Renan. En Afrique du Nord, à l'exception de Lyautey et d'un microcosme d'esthètes et d'échappés de l'Occident, la vocation de la puissance coloniale est d'instituer, de refaire à neuf, ce qui suppose la destruction ou la mise en veilleuse de la cité indigène. Et puis, il y a des styles de colonisation. Pour aller aux extrêmes, on peut différencier anglais en Égypte et français en Afrique du Nord. Au Levant, ces derniers ne font que passer comme le prince de Gaulle à la fin des années 1920 et leur héritage est pour l'essentiel géopolitique, érigé, contre les aspirations des premiers nationalistes arabes unitaires, le Liban, en l'élargissant par rapport au district montagneux maronite semi-autonome depuis 1860, et la Syrie en 2 États séparés. La comparaison... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.